Nous commençons un nouveau programme d'anatomie qui concerne donc l'UE d'appareil digestif et qui va correspondre à l'anatomie de l'abdomen, plus précisément à l'anatomie des viscères de l'abdomen. La science des viscères, c'est la splanchnologie, donc splanchnologie abdominale, sachant qu'on distingue classiquement les organes rétropéritonéaux que l'on étudie en général avec la paroi, c'est-à-dire les gros vaisseaux, aorte, veine cave inférieure, et les reins et l'appareil urinaire, et d'autre part les viscères intrapéritonéaux, c'est-à-dire les viscères abdominaux vrais que nous allons étudier. Ces viscères, nous les avons vus, je vous rappelle, dans le programme d'anatomie générale de l'UE5, nous avions 2 heures en PACES, et comme pour l'ensemble du programme maintenant du premier et deuxième cycle, ce qui a été vu est censé être connu. On ne répète pas ce qui a été vu. Malgré tout, il y aura bien sûr un certain nombre de répétitions. Donc, bien sûr, il faut connaître ces acquis de première année, c'est incontournable, et notamment nous avions vu toute cette embryologie, cette organogénèse du tube digestif qui permet de comprendre les dispositions adultes. Donc cela, nous ne le reprendrons pas, mais si vous voulez comprendre, il est obligé de passer par ces éléments d'embryogénèse, d'organogénèse, et notamment concernant le péritoine et ses différents replis. Au point de vue ouvrage, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont très bons. En relativement compact, il y a un ouvrage qui a été fait par Jean-Marc Chevalier dans une petite série rouge qui s'appelle donc le tronc. Vous avez les viscères du thorax, de l'abdomen, du pelvis, qui est absolument excellent, très compact. Vous avez le Boucher et Cuiret, qui est un excellent ouvrage, qui a l'inconvénient d'avoir certains termes d'ancienne nomenclature, mais les nouveaux sont en latin. Et puis, vous avez le Camina qui est très bien aussi. L'abdomen, finalement, c'est très simple, puisque, globalement, il suffirait de dire, il y a l'estomac, l'intestin, intestin grêle, gros intestin ou côlon, puis vous avez le foie, glande annexe, puis vous avez la rate. Et en gros, on a tout. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail, de voir ce qui va pouvoir servir pour la pathologie, pour la chirurgie, et de faire à la fois des descriptions, notamment des vaisseaux plus détaillés, et de la topographie. Nous ne reprendrons pas donc un certain nombre de descriptions générales. Nous allons commencer par l'estomac, et que nous avions vu se mettre en place, sa différenciation, et passer, puisque nous avions évoqué sa morphologie, passer à la vascularisation. Ceci va nous amener à replacer, bien sûr, l'ensemble des contours de l'estomac. Donc l'estomac est un élargissement du tube digestif qui vient former une poche, en quelque sorte de réserve d'attente. Et pour l'estomac, je vous rappelle qu'il y a, suite à la rotation et aux différentes modifications de volume, nous avons tout d'abord une petite courbure qui correspond au bord droit, au bord supérieur droit, et qui est l'ancien bord antérieur de la poche gastrique. Nous avons ici l'œsophage abdominal qui est très court, j'en redirai un mot. Puis nous avons maintenant la grande courbure qui, elle, va correspondre au bord gauche et anciennement correspond au bord postérieur de la poche gastrique avant sa rotation. Voici ici donc cet estomac. Cet estomac, c'est une forme conventionnelle que nous représentons. En pratique, il faut bien imaginer qu'il est souvent vide, et quand il est vide, c'est finalement une forme un peu de chaussette qui est un peu en forme de J, mais c'est comme une chaussette, c'est très réduit, hein, presque comme du côlon. Et bien sûr, cette poche, en revanche, peut se dilater de liquide, de solide, d'air. Les différentes parties ici sont donc l'œsophage abdominal qui est très court, puisque il a environ 2 cm de longueur, et nous sommes passés ici dans un orifice musculaire qui est le hiatus œsophagien, qui est un orifice donc dans
le diaphragme. L'intérêt que cet orifice soit musculaire est lorsque le diaphragme se contracte dans la respiration, on vient en même temps fermer, on vient comprimer cet anneau, fermer cet anneau qui vient comprimer l'œsophage, et c'est un mécanisme anti-reflux. Sinon, on aurait, quand on a une augmentation de la pression abdominale, on aurait une possibilité de reflux des éléments. C'est un des mécanismes anti-reflux. L'orifice d'entrée entre œsophage et l'estomac, que l'on ne voit pas extérieurement, mais je mets ici des pointillés pour le rappeler, c'est ce qu'on appelle le cardia. Le cardia, qui est l'orifice d'entrée. Puis nous avons donc cette poche qui a une double rotation, antérieure, postérieure, comme on l'a vu, et une rotation dans le plan frontal. La poche était d'abord sagittale et a tourné. Le bord droit était le bord antérieur, le bord gauche était le bord postérieur. Puis nous avons un orifice de sortie qui ne se voit pas non plus de l'extérieur. En revanche, au niveau de cet orifice de sortie, il y a un sphincter, c'est-à-dire qu'il y a des fibres circulaires qui donnent un épaississement, et quand on palpe la région, on ne voit pas vraiment la région, mais quand on la palpe, en revanche, on sent à ce niveau qu'il y a un épaississement. Donc en chirurgie, on sent, c'est relativement mou sur l'estomac, c'est relativement mou ensuite sur le duodénum, mais là, on sent cet anneau, et nous sommes là ici sur le pylore, qui est donc l'orifice de sortie, et qui nous mène à l'intestin grêle, dont la première portion sera le duodénum, comme nous le verrons. Donc nous passons ici de l'œsophage à l'estomac par le cardia, et nous passons par le pylore de l'estomac au duodénum, qui est donc la première portion de l'intestin grêle. Lorsque l'on regarde cet estomac, donc on a une face antérieure, puisqu'il est relativement aplati, une face postérieure. Et cette petite courbure, bord supérieur droit, cette grande courbure, bord inférieur et gauche. La partie supérieure ici, au-dessus du cardia, est appelée classiquement le fundus, la tubérosité gastrique qui est aussi appelée classiquement la poche à air, puisque quand on est en position debout, l'air surnageant le liquide ou le solide, sur une radio, on verra ici une région transparente aux rayons X, qui sera tout à fait caractéristique, donc qui permet de repérer qu'on est en position debout. Bien sûr, sur une radio allongée, vous n'avez plus l'air qui vient à ce niveau, l'air viendra à la partie supérieure, se répartir sur la face antérieure de l'estomac. Nous avons ensuite le corps de l'estomac, et puis ensuite nous avons la région de l'antre pylorique vers le bas. Nous reverrons l'estomac sur des coupes, vous l'avez vu en histologie, c'est donc une couche musculaire, avec plusieurs sous-couches musculaires. Nous avons une muqueuse à l'intérieur, avec des spécialisations cellulaires suivant les zones de l'estomac, notamment les cellules sécrétant le mucus, les cellules sécrétant l'acide chlorhydrique. Et puis, nous avons en périphérie du tissu fibreux, adventice, et une séreuse presque partout du péritoine. Donc, sur une coupe histologique, on a la muqueuse, la musculeuse et la séreuse, suivant les niveaux. Ce qui on va maintenant rentrer dans le vif de nouveautés, on va dire, par rapport à ce que nous avions vu donc l'année dernière, et enfin, je répète, qui doit être connu et maîtrisé. Nous avons l'arrivée des vaisseaux. Ces vaisseaux de l'estomac vont être en 3 pédicules, et ceci va être important, bien sûr, pour tout ce qui va être geste de chirurgie sur l'estomac. Nous allons trouver, nous pouvons placer ici quelques repères, et nous avons la ligne médiane. La ligne médiane, je mets des pointillés ici. Cette ligne médiane que je place nous montre que le cardia est à gauche de la ligne médiane et le pylore est à droite de la ligne médiane. Sur la ligne médiane, on va peut-être aussi mettre quelques repères horizontaux. La tubérosité gastrique se moule sur la concavité de la coupole diaphragmatique. Cette coupole diaphragmatique remonte jusque en T9, c'est le niveau du mamelon. La partie la plus basse de l'estomac
va correspondre à la partie la plus basse de la cage thoracique, qui correspond au 12e arc costal. Ce 10e arc costal est oblique vers le bas et l'avant, et l'extrémité antérieure de la côte, il y a un décalage de 4 niveaux vertébraux, c'est-à-dire que le 10e arc, plus 4, ça fait 14, il y a 12 vertèbres thoraciques, on descend jusqu'à L2. Donc l'estomac, en hauteur, s'étend depuis la coupole diaphragmatique, nous reverrons bien sûr les rapports, s'étend depuis la coupole diaphragmatique en T9 jusqu'à la partie basse latérale du thorax, L2, 10e arc costal. Les côtes suivantes étant des côtes flottantes. Le cardia, classiquement, vient se projeter au niveau de T10, c'est-à-dire un niveau plus bas que la coupole diaphragmatique. Le pylore vient se projeter un niveau plus haut que la partie basse de l'estomac, c'est-à-dire que le pylore se projette en L1. Pylore ici, L1. Donc la petite courbure va de T10 à L1. Puis entre les deux, nous pourrons donc placer ici la région de T12 et entre les deux, T11. Voilà pour ces repères horizontaux qu'on retrouvera sur une vue antérieure de l'abdomen. Qu'avons-nous en T12, puisque nous sommes dans la vascularisation? Eh bien, en T12, nous avons l'arrivée de l'aorte abdominale. Aorte abdominale en T12, qui est un volumineux vaisseau, classiquement à peu près 12 à 15 mm de diamètre. Voici ici cette aorte abdominale qui arrive dans la région par le hiatus aortique qui est un hiatus ostéofibreux, donc formé par le corps de la vertèbre T12 et par les piliers du diaphragme, pilier droit, pilier gauche, qui sont réunis sur la ligne médiane par le ligament arqué médian. C'est là un orifice qui est un orifice donc ostéofibreux, c'est-à-dire inextensible. Et ceci est aussi une bonne chose, puisque ça signifie qu'à chaque mouvement respiratoire, le diaphragme se contracte, mais ne peut pas comprimer l'aorte. Donc là aussi, une fois de plus, on voit que la nature fait bien les choses, puisque nous avons pour l'œsophage cette sangle de fibres musculaires du diaphragme qui vient se contracter, qui s'insère notamment ici sur le pilier. Le diaphragme s'insère ici autour, je ne le mets pas en totalité, mais ça veut dire que quand le diaphragme se contracte lors de la respiration, lors de l'inspiration, eh bien, on ferme l'œsophage, mécanisme anti-reflux, mais on ne peut pas comprimer l'aorte, ce qui fait que le sang continue à passer. Aorte abdominale, qui est le même tuyau que l'aorte thoracique, simplement pour des questions de facilité de description, eh bien, on vient ici distinguer aorte thoracique et aorte abdominale. La définition entre les deux, c'est le hiatus aortique, ici ostéofibreux. Les deux premières branches de l'aorte abdominale sont des branches qu'on peut considérer comme pariétales. Ce sont des artères, droite et gauche, qui sont les artères phréniques inférieures, qui viennent vasculariser le diaphragme à sa face inférieure. Elles sont relativement grêles mais importantes. Artère phrénique inférieure droite et artère phrénique inférieure gauche, qui longent donc le diaphragme et qui le vascularisent. Ces artères diaphragmatiques qui donc longent le diaphragme, artères phréniques inférieures droite et gauche, ont la particularité de pouvoir avoir de nombreuses variantes, comme toutes les artères, mais aussi de pouvoir donner des branches pour le foie, on en reparlera, c'est important à connaître, ce n'est pas la situation normale, mais cela peut arriver. La première grosse branche, et ça nous l'avions vu aussi, c'est le tronc cœliaque, qui naît en T12, et donc que nous trouvons ici, qui est un volumineux tronc qui fait environ 9 mm de diamètre, c'est-à-dire c'est important, et qui est court, qui fait environ 1 cm de long. Donc voici ici l'aorte abdominale, voici ici le tronc cœliaque qui est court et qui va donner 3 branches.
Ceci est la disposition classique. Il existe des variantes, et donc on trouve parfois 3 branches qui naissent ensemble, c'est la règle, mais ça peut être 2 branches ensemble et une branche séparée, ou voire même 3 branches séparées. Là, je représente la disposition classique, c'est-à-dire les 3 branches séparées. Et ces 3 branches séparées vont donner des artères, donc ça fera 3 pédicules pour l'estomac. La première branche du tronc cœliaque est l'artère gastrique gauche. Nous sommes donc là rétropéritonéal, en situation rétropéritonéale, et ces artères doivent passer par les mésos ou les ligaments du péritoine pour arriver à l'organe. C'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc là, on est sur la paroi postérieure et obligatoirement le trajet va aller aussi vers l'avant, vers vous, en s'engageant dans des replis péritonéaux. Là, on ne met pas le péritoine pour l'instant. Donc l'artère gastrique gauche a la particularité de remonter vers le haut, ici, et arriver vers le niveau du cardia, de faire un angle qu'on appelle en épingle à cheveux pour redescendre le long de la petite courbure. Voici donc cette artère gastrique gauche, branche du tronc cœliaque, une des 3 branches du tronc cœliaque, avec ce trajet caractéristique que l'on voit donc bien, par exemple, en artériographie ou en angiographie, en angio-IRM par exemple, donc artère gastrique gauche qui remonte, elle est la postérieure, puis elle s'engage dans le péritoine, dans les feuillets, pour rejoindre la petite courbure. Donc on n'est pas dans le même plan. Là, on est très postérieur, là, on s'engage vers l'avant, vers l'estomac, pour y arriver obligatoirement par l'intermédiaire des feuillets péritonéaux. Artère gastrique gauche qui vient donc monter, former ce coude caractéristique en épingle à cheveux et descendre le long de la petite courbure. Et là, à intervalles réguliers, elle va donner des artères. On a des artères ici pour la partie basse de l'œsophage. Et puis, à intervalles réguliers, on vient trouver des artères, en gros tous les centimètres, qui vont aller vasculariser l'estomac. Et nous trouvons des branches antérieures, mais aussi des branches postérieures qui vont partir vers la face postérieure. Donc des branches antérieures et des branches postérieures pour l'estomac, c'est-à-dire tubérosité, corps, et puis qui viennent se ramifier dans la paroi musculaire de l'estomac et jusque sous la muqueuse. Voici ces artères gastriques qui naissent de l'artère gastrique gauche et se répartissent à peu près à intervalles réguliers. On y reviendra. Artère gastrique gauche. Ici, artère gastrique gauche. On va prendre des couleurs différentes pour les différents pédicules afin de mieux les différencier. Nous avons ensuite deuxième branche de l'artère du tronc cœliaque. La deuxième branche va être l'artère splénique. Cette artère splénique est une volumineuse artère qui est plus grosse, beaucoup plus grosse que la précédente, qui fait pas loin d'1 centimètre, là également presque comme le tronc cœliaque, 7-8 mm, et qui va surtout se terminer pour la vascularisation de la rate, puisque rate, le terme c'est splène, ou en grec, ou lienne en latin. Donc splène qui a donné splénique, c'est-à-dire que l'artère splénique, c'est l'artère de la rate qui sera au bout de l'artère et qui est placée derrière l'estomac et latéralement, comme on le reverra. Cette artère splénique part ici du tronc cœliaque et va se diriger transversalement vers la gauche. Voici cette artère splénique. On la réétudiera de façon séparée. Nous ne voyons ici que sa partie concernant l'estomac. Elle est très postérieure, elle est contre la paroi, et on va mettre ici des pointillés. Elle vient être presque horizontale, remontant vers le haut et la gauche. Donc voilà le trajet de l'artère splénique que nous reverrons. Je la mets ici en pointillé, et elle vient se terminer au niveau du hile de la rate, comme on le reverra, qui est donc situé en arrière de l'estomac. Au bout de l'artère splénique, elle donne des branches donc pour la rate, 5 à 6 branches, et elle vient avoir une branche ici qui
qu'on va retrouver, qui franchit ici la grande courbure et donc qui apparaît, branche de l'artère splénique, qui est l'artère gastro-épiploïque gauche. Artère gastro-épiploïque gauche. Artère gastro-épiploïque gauche. Cette artère gastro-épiploïque gauche va descendre, donc branche de la splénique, va descendre le long de la petite courbure. Et ici, comme avait fait l'artère gastrique gauche, vient donner à intervalles réguliers des branches, à peu près tous les centimètres, qui sont à peu près perpendiculaires aussi au bord, et qui viennent se ramifier dans la paroi gastrique. Donc artère gastro-épiploïque gauche. De l'artère splénique, dans son trajet qui est en arrière de l'estomac, naissent également des artères gastriques courtes, que je mets ici en pointillé, qui vont venir franchir la grande courbure et vasculariser la région de la tubérosité gastrique. Donc ici, des artères gastriques courtes, on parle parfois aussi d'artères tubérositaires, qui viennent de l'artère splénique. Voici pour donc, ces branches de l'artère splénique, nous le voyons, la région de la tubérosité haute et puis ici la région basse de la grande courbure. Artère splénique qui donnera aussi, bien sûr, qui donnera toutes les artères de la rate, comme nous le reverrons la prochaine fois. Puis nous avons la troisième et dernière branche classique du tronc cœliaque, et cette artère est l'artère hépatique commune. Artère hépatique commune que je vais mettre ici en violet, qui vient, elle, se diriger vers la droite. Elle a un trajet caractéristique formant une concavité vers le haut. Voici cette artère hépatique commune. Artère hépatique commune, on voit qu'on n'est pas très loin de l'artère phrénique inférieure droite, et je vous ai dit qu'on pouvait avoir des variantes avec des artères hépatiques qui viennent de cette artère phrénique inférieure droite. Donc le tronc cœliaque, avec les trois branches que nous voyons maintenant, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. C'est une artère importante puisque le foie est un organe important, et cette artère vient se diviser à peu près au niveau du pylore en deux branches. L'artère hépatique commune donne donc l'artère hépatique propre, artère hépatique propre ou artère hépatique tout court. Artère hépatique propre qui va donc se remonter et se diriger vers le foie. Donc ici, c'est l'artère hépatique commune. Et deuxième branche terminale de l'artère hépatique commune, c'est une branche qui descend, qui passe en arrière de la jonction pylorique ou du duodénum. C'est variable suivant les personnes, ça peut être ou sur la région pylorique ou sur le duodénum. Et cette deuxième branche terminale, c'est l'artère gastro-duodénale. Artère gastro-duodénale. Donc, artère hépatique commune qui donne deux branches, l'artère hépatique propre, ou artère hépatique tout court, et qui donne l'artère gastro-duodénale. Cette artère gastro-duodénale, comme son nom l'indique, il y a une partie gastro, c'est l'estomac, et il y a une partie duodénale, ce sera le duodénum et le pancréas, comme on le reverra la prochaine fois. Donc, artère gastro-duodénale, et cette artère gastro-duodénale elle-même vient se diviser en deux branches terminales. La partie gastrique, que l'on appellera l'artère gastro-épiploïque droite, artère gastro-épiploïque droite, qui longe ici la grande courbure, et cette artère gastro-épiploïque droite vient s'anastomoser avec l'artère gastro-épiploïque gauche. Artère gastro-épiploïque droite, qui naît donc de l'artère gastro-duodénale, elle-même branche de l'artère hépatique commune, elle-même branche du tronc cœliaque.
Donc, tronc cœliaque, artère hépatique commune, artère gastro-duodénale, artère gastro-épiploïque droite. L'autre artère, ici, s'appelle l'artère pancréatico-duodénale, antérieure et supérieure. Et là, nous sommes donc sur l'autre artère gastro-épiploïque droite. Nous allons voir pourquoi le terme épiploïque. Donc, gastro-épiploïque droite et gauche. Gastro-épiploïque. Nous trouvons enfin, puisque nous voyons qu'il y a une zone qui n'est pas encore remplie, qui est ici une partie de la petite courbure, nous trouvons enfin l'artère gastrique droite. Cette artère gastrique droite naît en général de l'artère hépatique propre et va avoir un trajet récurrent. Alors comme ça se croise, je fais des interruptions. Voici ici l'artère gastrique droite qui naît de l'artère hépatique propre, qui revient maintenant vers la gauche et qui va venir longer la petite courbure, je la mets ici en violet, qui vient longer la petite courbure et s'anastomoser avec l'artère gastrique gauche. Artère ici gastrique droite. L'artère gastrique droite. Et donc, cette artère gastrique droite va donner ici à intervalles réguliers des branches pour la face antérieure ainsi que pour la face postérieure de l'estomac, venant se répartir en branches de plus en plus fines jusqu'à des capillaires dans la paroi musculaire et la sous-muqueuse. De même, je n'avais pas présenté les branches, puisque nous sommes toujours là dans ces branches de l'artère hépatique. Nous avons les branches de l'artère gastro-épiploïque droite. Ces branches de l'artère gastro-épiploïque droite sont similaires à celles que nous avons vues, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, nous trouvons des vaisseaux qui sont à peu près perpendiculaires au bord et qui viennent se ramifier dans la paroi et s'anastomoser au reste. Pourquoi gastro-épiploïque droite et gauche? Eh bien, parce que au bord inférieur de l'estomac, si vous vous souvenez, il y a une prolongation du péritoine qu'on appelle le grand omentum. Donc, je fais un petit schéma, des fois les petits schémas ça embrouille plutôt qu'autre chose, mais si je vous rappelle une coupe sagittale, voici ici l'estomac, c'est ce que nous avions vu, coupe sagittale, hein, ici. Nous avons en dessous le côlon transverse, donc coupe sagittale, c'est juste pour éventuellement rappeler ce que nous avions vu. On le reprendra avec quelques rapports bien sûr, et nous pouvons placer le péritoine de la face antérieure de l'estomac. Ici, c'était le ligament gastrocolique que nous avions étudié, et là, nous avons le grand omentum qui vient pendre en avant des anses intestinales partant du bord inférieur de l'estomac et du côlon. Derrière, ici, on est dans la bourse omentale. L'avant est ici à gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a là ces vaisseaux, je le mets en violet, vaisseaux gastro-épiploïques qui seraient ici droits, avec des branches qui vont remonter à la face antérieure de l'estomac. C'est les parties gastriques. Et vers le bas, nous avons des artères qui descendent dans le grand omentum, qui sont les branches épiploïques, d'où le nom de gastro-épiploïque. Donc ces branches, nous allons les trouver ici, descendantes, à intervalles également réguliers. Le grand omentum est plus ou moins long suivant les gens, on peut aller jusqu'à 15-20 cm de longueur. Donc ici, ce sont les branches épiploïques dans le grand omentum, qui était autrefois, alors on peut aussi dire oui, qui était autrefois appelé épiploon. Donc on peut également appeler ces artères gastro-omentales à ce niveau. On en trouve qui descendent également ici de l'artère gastro-épiploïque droite, ici. Donc ces branches sont contenues
dans ce repli de péritoine, qui est une structure fine, translucide, qui pend en avant des anses intestinales. Spontanément, on peut se demander un petit peu à quoi ça sert. Visiblement, ça a un rôle très important dans la sécrétion-résorption du liquide péritonéal. Donc, à travers cette membrane, on a ce filtrage du liquide péritonéal qui est renouvelé en permanence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il s'agit d'une fine membrane, qui est de l'épithélium, puisque le péritoine c'est un épithélium, fine membrane épithéliale, qui est richement vascularisée, on peut faire des lambeaux ou prélever du grand omentum pour faire des greffes, notamment cutanées. Quand on a des lésions cutanées étendues avec perte du derme et de l'épiderme, ça ne peut pas se reconstituer, faire des greffes. Une des techniques, c'est d'utiliser le grand omentum, parce que, justement, il est très vascularisé. Si vous mettez une membrane sans vascularisation, elle meurt. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec le grand omentum, on a quelque chose de vascularisé qui va servir ensuite à la réépithélisation de type cutané, et donc c'est une protection utilisée. Donc voici ici cette vascularisation artérielle. Que peut-on redire comme élément? Premièrement, beaucoup de variations. C'est-à-dire que ça, c'est la disposition classique. Il ne faut pas être surpris. C'est en gros 2/3 des gens. C'est-à-dire que chez 1/3 des gens, les artères naissent séparément ou à des niveaux différents. Mais sur l'estomac lui-même, on a toujours la même disposition. Il existe donc un cercle artériel de la petite courbure, artère gastrique gauche et artère gastrique droite qui s'anastomosent. Cercle artériel de la petite courbure avec ces artères qui partent artérioles à intervalles réguliers, et on a un cercle artériel de la grande courbure, gastro-épiploïque ou gastro-omental gauche, gastro-épiploïque ou gastro-omental droite, avec des branches qui remontent vers l'estomac, des branches qui descendent vers le grand omentum. Qu'est-ce que l'on peut encore dire? Donc c'est un organe richement vascularisé, donc qui va saigner, ce qui fait qu'effectivement, quand on a notamment des ulcères, c'est quelque chose qui va saigner parce qu'on atteint ces artérioles. Lorsque l'on fait, par exemple, pour un cancer de l'estomac, si l'on fait une exérèse, eh bien, il va falloir bien sûr cautériser les vaisseaux, et on va cautériser les vaisseaux un par un, en les ligaturant, par exemple, le long de la petite courbure, donc à intervalles réguliers. Il faut ligaturer le pédicule. C'est en fait toujours un pédicule artère et veine qui est combiné. Parmi les autres choses qu'on peut dire, vous voyez que les vaisseaux arrivent soit par la petite courbure, soit par la grande courbure. Et dans la partie moyenne, ils viennent se fusionner pour vasculariser l'ensemble par anastomose. Puisque les chirurgiens sont en général assez inventifs, on a imaginé d'utiliser cela, puisqu'il y a finalement deux moitiés de vascularisation. Une moitié vascularisée par la petite courbure, une moitié par la grande courbure. Eh bien, on a imaginé pouvoir utiliser l'estomac pour faire des plasties œsophagiennes. Dans un certain nombre de cas, par exemple cancer de l'œsophage, brûlure de l'œsophage en ayant avalé un produit caustique, l'œsophage n'est plus fonctionnel, éventuellement on va même l'enlever, et donc il faut rajouter éventuellement un tuyau. Vous avez deux possibilités, soit vous mettez directement, et on en reparlera, les aliments dans l'estomac, ce qu'on appelle une gastrostomie à travers la paroi abdominale. Première possibilité, mais ce n'est pas un grand confort, ça va un certain temps. Donc, on va essayer de reconstituer un œsophage. Pour cela, on va faire une tubulisation de l'estomac. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin de faire un tube et on a besoin qu'il soit vascularisé. Donc, on va couper l'estomac au milieu, ici, à mi-largeur, de haut en bas. On va avoir une première moitié qui est dans la continuité de l'œsophage et du duodénum, qui est vascularisé par les vaisseaux de la petite courbure, qu'on va refermer, qui sera le futur estomac, et qui pourra se dilater. Et l'autre partie, l'autre moitié qui est branchée sur les vaisseaux de la grande courbure, on vient la refermer, ça fait un tube, c'est la tubulisation de l'estomac, et ce tube, il faut qu'il soit vascularisé, sinon il meurt. Ce tube, on le fait passer par le diaphragme, on le remonte jusqu'au pharynx et ce tube vous fait un œsophage. La longueur est juste bien, donc ça fonctionne. Les longueurs de vaisseau aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la tubulisation gastrique qui est utilisée pour la plastie œsophagienne. Ceci, on ne le comprend que parce que la vascularisation le permet. On ne pourrait pas utiliser quelque chose sans en emmener les vaisseaux. C'est le principe des lambeaux.
De même, quand on voit ça, on peut comprendre qu'on puisse faire des gastrectomies partielles. On n'est pas obligé d'enlever tout l'estomac. Si on avait un seul vaisseau, comme sur la rate, il faut tout enlever. Alors que là, quand on a plusieurs sources, si par exemple vous avez une tumeur gastrique ici basse, vous pouvez très bien imaginer enlever que la partie inférieure, mais tout le reste restera viable puisqu'il y a des pédicules séparées. Donc, ceci explique le principe des gastrectomies partielles, ce qui, bien sûr, donnera un confort bien supérieur à une gastrectomie totale, d'un point de vue digestif. Donc, nous allons, sur le même principe, voir ce qui est pour les veines, et puis pour lymphatique et nerfs très rapidement. Donc, pour les veines, nous allons faire un petit schéma que nous reprendrons ensuite lorsque l'on fera les rapports. Je ferai un schéma plus petit. Ce sont des choses que nous avons vues l'année dernière et que nous allons rappeler de façon assez courte ici. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que contrairement aux autres régions du membre, du corps et notamment des membres, les veines vont être superposables aux artères sur l'estomac. Mais le drainage, en toute logique, aurait dû se faire vers la veine cave inférieure, puisque l'homologue de l'aorte, c'est la veine cave inférieure. Il se trouve que pour tout le sang issu du tube digestif, le sang, pour des raisons de physiologie digestive, va être dérivé par la veine porte, passé par le foie avant d'aller dans le système cave. Ce qui fait qu'au lieu d'aller dans la veine cave inférieure, nous allons avoir tout ce sang ici digestif, estomac, intestin, qui va passer par la veine porte, comme on avait pu le dire. Donc je vais faire ici un schéma plus petit, parce que ce n'est pas une nécessité ici de rentrer dans le détail, ce sont des rappels de ce que nous avions pu voir. Voici ici donc cet estomac, la grande courbure. Nous sommes ici sur la région du cardia, la région du pylore, et donc ici nous sommes en L1, et là nous sommes en T10, et ici nous sommes en L1, le pylore. Les veines sont similaires, c'est-à-dire que nous allons retrouver les mêmes éléments, mais vont venir se drainer dans la veine porte qui est ici placée en arrière de la jonction gastro-duodénale, que nous reverrons bien sûr, qui est postérieure et qui va aller se diriger vers l'avant, vers le haut, l'avant et la droite. Voici ici cette veine porte qui ira vers le île du foie, qu'on appelle aussi porte du foie, en se divisant en deux branches, branche portale droite, branche portale gauche, et c'est ici la notion de pédicule hépatique que nous reverrons. Donc voilà cette veine porte qui rentre dans le foie. Ce sont des éléments que nous avons vus, mais que je reprends ici pour être systématique dans l'aspect de la vascularisation. Cette veine porte va naître de la réunion de trois branches, qui sont trois branches digestives. La première branche, qui est très importante, est la veine splénique. Cette veine splénique est horizontale, légèrement ici oblique vers le haut et la gauche. Je la mets en pointillé ici. Voilà cette veine splénique qui est donc en arrière de l'estomac, qui longe le pancréas, comme on l'avait déjà dit et comme on le reverra la prochaine fois. Voici ici la veine splénique, donc qui est en arrière. Cette veine splénique draine le sang de la rate, mais va drainer aussi du sang veineux gastrique avec la veine de la grande courbure ici. Veine de la grande courbure qui se draine donc dans la veine splénique, avec les mêmes constituants à intervalles réguliers, qui draine aussi des veines omentales ou épiploïques. Et cette veine splénique vient drainer également des veines de la tubérosité, veine tubérositaire ici, qui se draine dans cette veine splénique. Donc veine splénique, qui est une des trois portions de constitution, trois éléments constitutifs de la veine porte. Nous avons ici donc cette veine splénique qui est très importante. On peut mettre les pointillés en beaucoup plus épais ici. C'est une volumineuse veine. Puis la veine porte va être constituée par la veine
mésentérique inférieure. Veine mésentérique inférieure que nous reverrons, comme nous avions déjà cité, et par la veine mésentérique supérieure. La veine mésentérique supérieure est située vers la droite, la veine mésentérique inférieure est située vers la gauche. Donc voici ici la veine mésentérique supérieure. Nous reverrons ce qu'elle draine, en particulier c'est l'intestin grêle et la moitié droite du côlon. Voilà la veine mésentérique supérieure, qui va donc rejoindre ici et former la veine porte. C'est du sang digestif. Et nous trouvons ici, alors ça vient se croiser, je ne vais pas appuyer, je vais interrompre l'élément. Voici ici la veine mésentérique inférieure qui vient drainer essentiellement le côlon gauche, veine mésentérique inférieure. Et donc, cette veine mésentérique inférieure vient se jeter ici, dans la veine splénique, pour constituer la veine porte. Donc, veine porte ici, avec un gros tronc qui naît de la réunion, veine mésentérique inférieure, veine splénique, et que nous trouvons ici. Voilà cette veine porte que nous avions pu étudier. Si l'on fait un petit schéma isolé de la veine porte, voici la veine porte, voici la veine mésentérique supérieure, voici le tronc de réunion veine splénique, donc qui est importante, veine splénique et veine mésentérique inférieure. Et ici, donc, le tronc de la veine porte, qui vient se diviser en deux branches au niveau du hile du foie. Donc ici, la veine porte. Et ceci se passe à l'arrière donc du tube digestif. Voici le hile du foie ici que l'on peut représenter et que nous retrouverons en étudiant le foie. Voilà ces éléments veineux. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, il existe un cercle artériel de la grande courbure qui va ici, on peut le représenter peut-être pour la partie droite d'une autre couleur. On va le présenter en violet. Voici ici le cercle veineux de la grande courbure avec la partie droite qui vient se jeter dans la veine mésentérique supérieure. Donc ici, on a bien un cercle veineux de la grande courbure. La veine gastro-épiploïque ou gastro-omentale gauche qui va dans la veine splénique et la veine gastro-épiploïque ou gastro-omentale droite qui va dans la veine mésentérique supérieure avec chaque fois, bien sûr, le drainage des éléments. Nous avons le cercle veineux de la grande courbure, donc qui vient se superposer bien sûr aux artères. Il faut imaginer que bien sûr il faut coupler les deux dessins, mais c'est plus simple de le présenter de façon séparée. Et nous avons ensuite un cercle veineux de la petite courbure avec une veine gastrique gauche qui a, comme l'artère, puisqu'elle chemine avec l'artère, qui a un trajet en épingle à cheveux et qui vient se drainer directement dans la veine porte. Voici la veine gastrique gauche qui draine des veines de la petite courbure, c'est l'homologue de l'artère gastrique gauche. Pour ce qui est de la veine gastrique droite, elle est ici sur la petite courbure et vient se terminer également dans la veine porte. Donc le cercle veineux de la petite courbure se draine directement dans la veine porte. Il peut y avoir des variantes, comme je vous l'ai expliqué déjà. Alors, il y a ensuite une vascularisation qui est intéressante, qui est la vascularisation de cette région ici de l'œsophage. Œsophage qui passe donc dans le hiatus œsophagien qui est musculaire ici. À ce niveau, nous trouvons des veines œsophagiennes qui forment un plexus dans la paroi œsophagienne. Ces veines œsophagiennes, les voici, et elles vont continuer au-dessus du diaphragme, donc dans le thorax, on voit ces veines œsophagiennes qui continuent ici vers le haut. Ces veines œsophagiennes vont se drainer vers, d'une part, vont se drainer vers le système cave,
vers le système cave et de façon, on va dire, relativement naturelle, éventuellement via aussi la veine azygos. Nous avons à proximité des veines pariétales, je vais les mettre, il faudrait les mettre d'une autre couleur, on va les mettre peut-être en vert. Nous avons ici des veines pariétales qui sont les veines phréniques inférieures. Ces veines phréniques inférieures vont se jeter dans la veine cave inférieure. Donc on sera là dans la veine cave inférieure. Et système cave inférieur, c'est-à-dire ce sont les veines œsophagiennes et ce sont ces veines ici phréniques inférieures, qui sont les analogues des artères. Ça, on est bien dans le système cave inférieur. On était dans le système porte, mais cette région, c'est du système cave. Or, il va exister tout naturellement des anastomoses ici entre les veines œsophagiennes et les veines gastriques. Donc, il y a des vénules qui anastomosent l'ensemble. Ça veut dire qu'à ce niveau, nous avons des anastomoses porto-caves physiologiques. En temps normal, ces vaisseaux sont très réduits. Mais il existe une pathologie qu'on appelle l'hypertension portale, c'est-à-dire que la veine porte qui arrive dans le foie va avoir ses branches, ses rameaux, ses capillaires qui sont rétrécis par une fibrose, et donc le sang aura du mal à passer. Ayant du mal à passer, on va avoir une hypertension en amont, c'est ce qu'on appelle l'hypertension portale. Donc l'hypertension portale est le résultat d'une pathologie du parenchyme hépatique et d'une fibrose hépatique. C'est le cas notamment dans les cirrhoses du foie qui sont principalement de type exogène, comme on dit, entre guillemets, c'est-à-dire éthylique ou alcoolique, mais il y a de nombreuses autres pathologies qui peuvent donner une cirrhose et une fibrose et une hypertension portale, en particulier les hépatites. Donc, pathologie du parenchyme hépatique, du mal à ce que le sang veineux circule depuis la veine porte, hypertension dans la veine porte. Si on a une hypertension dans la veine porte, on va avoir une dilatation de la veine porte et une dilatation des veines en amont. En particulier, on va avoir une dilatation de la veine splénique qui va se répercuter par une splénomégalie. La rate va elle-même augmenter de volume par hyperpression. Donc la splénomégalie sera un des signes d'hypertension portale. Mais si on a une dilatation des vaisseaux, on va aussi avoir ici une dilatation de ces veines œsophagiennes, parce qu'on a cette hyperpression portale qui se répercute en amont. Donc dilatation des veines œsophagiennes. Dilatation des veines œsophagiennes, ça va former des varices, c'est ce qu'on appelle des varices œsophagiennes. La paroi de l'œsophage est quelque chose qui est relativement peu épais. Vous avez ici cet œsophage avec des couches musculaires. Vous allez trouver ensuite la muqueuse et la sous-muqueuse. Et au sein de tout cela, nous trouvons des veines. Et ces veines viennent ici, la muqueuse, et ces veines sont dilatées. Donc, si ces veines sont dilatées, elles vont pouvoir apparaître sous la muqueuse, on va le voir à l'endoscopie, mais surtout, ces veines qui sont dilatées vont, là elles ne sont pas dilatées, elles sont quasiment normales, forment des varices œsophagiennes, et ces varices, les veines ont des parois très fines, peuvent se rompre. Varices œsophagiennes. Donc, ces varices œsophagiennes peuvent se rompre dans l'hypertension portale, donc notamment cirrhose du foie. Ça veut dire que quand elles se rompent, le sang va aller dans l'œsophage. Ici, dans le foie, on a beaucoup de sang, dans le système portal aussi. Ça veut dire que vous avez une grande quantité de sang qui va dans l'œsophage. Où est-ce qu'il va aller ? Bien, vous pouvez aller jusqu'à facilement 1 litre de sang, et donc vous allez vomir. Ça veut dire que ce sont des gens qui font une rupture de varices œsophagiennes, qui vomissent 1 litre de sang, ils perdent 1 litre de sang, et il meurt dans les 2-3 minutes. Donc c'est une des morts classiques et très spectaculaires de la cirrhose avancée par hypertension portale. Et ici, le fait qu'il y ait ces anastomoses porto-caves qui font qu'on a cette rupture dans l'œsophage et on vomit le sang hématémèse.
c'est une grande quantité en général, c'est pour ça qu'on meurt. Si c'est plus léger, ça sera juste chronique. Pour terminer, je dirais un mot des nerfs, ce sera rapide. Eh bien, les nerfs proviennent, les lymphatiques sont superposables aux artères, et ici, pour les nerfs, il y a des nerfs, bien sûr, viscéraux, végétatifs, et ce qui sera intéressant ici, c'est les branches du nerf vague, c'est-à-dire parasympathique. Nous trouvons pour le nerf vague, 10e paire de nerfs crâniens, qui est le tronc parasympathique par excellence. On l'appelait autrefois le nerf pneumogastrique. Les branches les plus importantes sont celles pour l'estomac. Nous avons, je vous rappelle, un vague droit, un vague gauche, et au niveau de l'œsophage, ils viennent former un plexus qu'on appelle plexus œsophagien. Sous le plexus œsophagien vient se reconstituer deux troncs, un tronc antérieur, vagal antérieur, et un tronc postérieur qui est moins important. Le tronc vagal antérieur, ce n'est pas du tout comme des vaisseaux ici, puisque les fibres sont des entités, ce n'est pas un liquide qui circule. Donc le tronc, ce sont bien des fibres. Voici ici le tronc vagal antérieur. Le tronc vagal antérieur est similaire, mais sur le versant postérieur. Ce tronc longe la petite courbure et, à intervalles réguliers, donne des branches pour l'estomac et, en l'occurrence, donc qui sont viscéromotrices, en l'occurrence, ça va être un facteur de sécrétion de l'acide chlorhydrique gastrique. Donc, tronc vagal, ici, tronc vagal antérieur, qui longe la petite courbure. Alors, ceci a été utilisé dans le cadre du traitement ancien des ulcères, puisque l'ulcère, on considérait que c'était une hypersécrétion d'acide chlorhydrique, eh bien on a inventé la vagotomie, c'est-à-dire qu'on coupait ici le tronc vagal, du coup vous n'aviez plus d'innervation pour la sécrétion d'acide chlorhydrique, et donc on considérait que ça réduisait l'ulcère. En pratique, vous savez qu'on a découvert depuis le facteur de l'Helicobacter pylori, ce qui fait qu'on a complètement changé de paradigme. On est moins sur l'acide, mais on est aussi focalisé sur le problème infectieux, ce qui a été un peu une révolution. Quand on coupait ce tronc vagal, eh bien, on a ici, vers la fin, la terminaison. C'est une branche motrice pour le pylore. Et en l'occurrence, la stimulation du nerf vagal entraîne une ouverture du pylore. Ça veut dire que quand on coupait le tronc vagal pour traiter l'ulcère, pour qu'il n'y ait pas de sécrétion d'HCl, eh bien, en même temps, on bloquait l'ouverture du pylore. Le pylore ne pouvait plus s'ouvrir. Donc, l'ouverture du pylore, c'est le nerf vague. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire quand on faisait une vagotomie? On coupait le tronc du nerf vague, eh bien, il fallait faire ce qu'on appelle une pyloroplastie, c'est-à-dire qu'en fait, on coupait, on donnait un coup dans le sphincter pour que le pylore reste toujours ouvert. Donc, vagotomie impliquait toujours la pyloroplastie, parce que sinon, l'orifice reste fermé et les aliments ne passent pas. Dans l'inventivité chirurgicale, comme justement on voulait ne peut-être pas faire de pyloroplastie, ce qui était un avantage, on s'est dit on va faire ce qu'on appelle des vagotomies sélectives. Donc on conservait le tronc du vague jusqu'à sa terminaison au pylore, qui pouvait donc continuer à s'ouvrir. Et dans cette vagotomie sélective, on ne faisait que couper les branches du tronc vagal qui allait à l'estomac. Vagotomie sélective. Ça marchait, mais un peu moins bien que de tout couper. Donc le mieux, c'était de tout couper, la pyloroplastie. Il y a encore des personnes qui le font. Puis il y a même certains qui ont inventé la vagotomie suprasélective, notamment même à Strasbourg, ça a été beaucoup fait, où on disait l'ulcère est par exemple ici à la partie moyenne de l'estomac, et on va couper simplement le nerf qui arrive à cette région. Donc vagotomie totale, on coupe tout, mais il faut une pyloroplastie. Vagotomie sélective, on coupe simplement les filets pour l'estomac, on garde le filet moteur d'ouverture du pylore, et suprasélective, simplement les filets qui vont dans la région de l'ulcère, mais en pratique, c'est très beau en théorie, mais en pratique, ça ne marche pas très bien. Voilà pour ces premiers éléments donc pour l'estomac.
Artères, veines, les lymphatiques qui se drainent exactement dans des vaisseaux superposés aux artères, et ce nerf, c'est la seule branche importante, on va dire fonctionnelle, du nerf vague au niveau de l'abdomen. Les autres, c'est de la motricité, mais sans conséquence aussi importante ici que l'action sur le pylore et l'action sur l'acide chlorhydrique. Je vous remercie pour votre attention.